est reparti dans le Grand Nord. Il comptera pas ses efforts. La vie à bord, c'est la peur, le mauvais temps et le Zaran. Bonjour. Cette fois-ci, je suis à l'heure. Je ne suis pas allée me promener sur la plage de Petit-Fort. Non, il faisait un peu gris. Alors, nous reprenons la lecture? Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Vers 5 ou 6 ans, encore de très bonne heure, pour elle, l'argent était venu à son père, comme je vous le disais. Et dans ces grandes villes, elle avait un costume qui s'était très modifié par le temps, beaucoup plus qu'elle-même. Bien qu'elle eût gardé sa coiffe, que les Bretonnes quittent difficilement, elle avait vite appris à s'habiller d'une autre façon. Et sa taille, autrefois libre de petite pêcheuse en se formant, en prenant la plénitude de ses beaux contours germés au vent de la mer, s'était amincie par le bas dans de longs corsets de demoiselle. Tous les ans, avec son père, elle revenait en Bretagne. L'été seulement, comme les baigneuses, retrouvant pour quelques jours ses souvenirs d'autrefois et le nom de Gaude, qui en breton veut dire Marguerite. Un peu curieuse peut-être de voir ces Islandais dont on parlait tant, qui n'étaient jamais là et dont chaque année quelques-uns de plus manquaient à l'appel. Entendant partout causer de cette Islande qui lui apparaissait comme un gouffre lointain et où était à présent celui qu'elle aimait. Et puis un beau jour, elle avait été ramenée pour tout à fait au pays de ses pêcheurs, par un caprice de son père, qui avait voulu finir là son existence et habiter comme un bourgeois sur cette place de Paimpol. La bonne vieille grand-mère, pauvre et proprette, s'en alla en remerciant dès que la lettre fut relue et l'enveloppe fermée. Elle demeurait assez loin, à l'entrée du pays de Ploubaznanek, dans un hameau de la côte, encore dans cette même chaumière où elle était née, où elle avait eu ses fils et ses petits-fils. En traversant la ville, elle répondait à beaucoup de monde qui lui disait bonsoir. Elle était une de ces anciennes du pays, débris d'une famille vaillante et estimée. Par des miracles d'ordre et de soins, elle arrivait à paraître à peu près bien mise avec de pauvres robes raccommodées qui ne tenaient plus. Toujours ce petit châle brun de pimpolaise qui était sa tenue d'habillée et sur lequel retombaient depuis une 60aine d'années les cornets de mousseline de ses grandes coiffes. Son propre châle de mariage, jadis bleu, retint pour les noces de son fils Pierre et depuis ce temps-là ménagé pour les dimanches encore bien présentable. Elle avait continué de se tenir droite dans sa marche, pas du tout comme les vieilles, courbées. Et vraiment, malgré ce menton un peu trop remonté, avec ses yeux si bons et ce profil si fin, on ne pouvait s'empêcher de la trouver bien jolie. Elle était très respectée. Et cela se voyait, rien que dans les bonsoirs que les gens lui donnaient. En route, elle passa devant chez son galant, un vieux soupirant d'autrefois, menuisier de son état, octogénaire, qui maintenant se tenait toujours assis devant sa porte, tandis que les jeunes filles et les jeunes, ses fils, rabotaient aux établis. Jamais il ne s'était consolé, disait-on, de celle qui n'avait voulu de lui, ni en première, ni en seconde note. Mais avec l'âge, cela avait tourné en une espèce de rancune comique, moitié maligne, et il l'interpellait toujours. « Eh bien, la belle, quand ça donc qu'il faudra aller vous prendre mesure ?» Elle remerciait en disant que non. Elle n'était pas encore décidée à se faire de ce costume-là. Le fait est que ce vieux, dans sa plaisanterie un peu lourde, parlait de certains costumes en planches de sapin par lesquels finissent tous les habillements terrestres. Allons, quand vous voudrez alors, mais ne vous gênez pas, la belle, vous savez. Il lui avait déjà fait cette même facétie plusieurs fois. Et aujourd'hui, elle avait peine à en rire. C'est qu'elle se sentait plus fatiguée, plus cassée par sa vie de labeur incessant. Et elle songeait à son dernier petit-fils, qui, à son retour d'Islande,
allait partir pour le service. 5 années. S'en aller en Chine, peut-être à la guerre. Serait-elle bien là quand il reviendrait? Une angoisse la prenait à cette pensée. Non, décidément, elle n'était pas si gaie qu'elle en avait l'air, cette pauvre vieille. Et voici que sa figure se contractait horriblement, comme pour pleurer. C'était donc possible cela? C'était donc vrai qu'on allait bientôt le lui enlever, son dernier petit-fils? Hélas, mourir peut-être toute seule, sans l'avoir revu. On avait bien fait quelques démarches, des messieurs de la ville qu'elle connaissait pour l'empêcher de partir, comme soutien d'une grand-mère presque indigente qui ne pourrait bientôt plus travailler. Cela n'avait pas réussi, à cause de l'autre. Jean Mohan, le déserteur, un frère aîné de Sylvestre, dont on ne parlait plus dans la famille, mais qui existait tout de même quelque part en Amérique, en levant à son cadet le bénéfice de l'exemption militaire. Et puis, on avait objecté que sa petite pension de veuve de marin, on ne l'avait pas trouvée déjà assez pauvre. Quand elle fut rentrée, elle dit longuement ses prières pour ses défunts, fils et petits-fils. Ensuite, elle pria aussi avec une confiance ardente pour son petit Sylvestre et essaya de s'endormir, songeant au costume en planche, le cœur affreusement de se sentir si vieille au moment de ce départ. L'autre, la jeune fille, était restée assise près de sa fenêtre, regardant sur le granit des murs les reflets jaunes du couchant et dans le ciel, les hirondelles noires qui tournoyaient. Paimpol était toujours très mort, même le dimanche, par ses longues soirées de mai. Des jeunes filles qui n'avaient seulement personne pour leur faire un peu la cour, se promenaient 2 par 2, 3 par 3, rêvant aux galants d'Islande. Le bonjour de ma part au fils Gauss. Cela l'avait beaucoup troublé d'écrire cette phrase et ce nom qui, à présent, ne voulait plus la quitter. Elle passait souvent ses soirées à cette fenêtre comme une demoiselle. Son père n'aimait pas beaucoup qu'elle se promenât avec les autres filles de son âge et qui autrefois avaient été de sa condition. Et puis, en sortant du café, comme il faisait les 100 pas en fumant sa pipe avec d'autres anciens marins, comme lui, il était content d'apercevoir là-haut, à sa fenêtre encadrée de granit, entre les pots de fleurs, sa fille installée dans une maison de riche. Bientôt. Il est parti dans le grand